Oui, je pense que, en effet, il y a le point que la camarade Malika donc, a évoqué, donc la question donc, du Hirak, la question de la pandémie qui s'aggrave. Le point dont a parlé aussi le camarade Brahim, à savoir donc, la relance donc, de la guerre au Sahara occidental, et puis le fait effectivement qu'ils en parlent de la situation en Mali, c'est aussi une situation qui est loin d'être stable. Ce sont des événements qui sont majeurs parce qu'ils ont un impact direct sur la stabilité du pays. Je pense qu'il y a quand même à relever quelques points déjà qui font que ces faits sont des faits majeurs. Premièrement, par rapport à la crise. Quand on regarde la situation actuelle dans cette deuxième phase donc, de crise, contrairement à la première, au mois de mars, l'État, à travers toutes ses institutions, a fait beaucoup moins de choses maintenant et fait beaucoup moins de choses maintenant alors qu'il a été averti, alors que cette crise elle est connue depuis maintenant plus de 6 mois, que pendant la première crise. Ce qui est quand même très, très inquiétant. Ça veut dire que, ou bien on est devant un exécutif, un État qui n'est pas capable de réagir à une situation de crise qui est grave, grave pour la santé donc, des citoyens, parce que la première des responsabilités d'un État, c'est bien entendu la sauvegarde de la santé de son peuple. C'est la première des choses. C'est la sécurité et la santé donc, du peuple. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, de fondamental. C'est pas une petite chose, quoi. Et, tous les gens avec qui on discute aujourd'hui, donc, s'alarment, s'inquiètent. Les articles de presse parlent donc de non seulement qu'il n'existe pas plus de postes en réanimation qu'il y a 6 mois, il n'y a pas plus d'hôpitaux, il n'y a pas plus de services spécialisés et il n'y a pas plus de matériel, ni de bavettes, ni de gel, ni de gaz. Aujourd'hui, donc, dans les articles, moi j'ai vu dans les articles des journaux qui disent que les hôpitaux, ils sont vraiment sous pression concernant concernant l'oxygène. Donc c'est quelque chose quand même qui est vraiment très très grave. À mon avis, le deuxième point, par rapport effectivement, donc il y a la répression, il y a aussi le fait que, à ce qui paraît, Tajadid, qui est l'un des jeunes hirakistes, hein, c'est un jeune poète des quartiers populaires, il est, à mon avis, c'est important qu'on en parle. Donc de jeunes comme Tajadid, comme l'Alami, comme Babanjar, comme il s'appelle, Zrilesh, comme etc. Donc il y a plein de militants, des cadres organisateurs, parce que il s'agit donc de gens qui agrègent derrière eux, qui mobilisent, c'est-à-dire que quand ils sortent et les gens les voient dans leur quartier, ils sont suivis par les citoyens parce qu'ils leur font confiance. Parce que c'est ça, à mon avis, c'est celui-là le critère fondamental d'un cadre organisateur dans une révolution. Ça veut dire que quelqu'un par son comportement, par ses actes, par ses paroles, mais aussi par son passé, parce qu'il est connu dans le quartier, c'est-à-dire que son honnêteté et sa propreté par rapport donc aux dirigeants du pays, par sa propreté, il inspire la confiance, il inspire la solidarité. Et donc, ce sont des cadres organisateurs donc, du Hirak et qui ont été donc emprisonnés. Et là, donc, pour ce qui est donc, de Tajadid, effectivement, donc, on entend dire qu'il aurait engagé une grève de la faim. On sait aussi que Tajadid est quelqu'un qui est issu d'une famille très, très populaire. Hein, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est un poète, mais les poètes ne vivent pas de leurs poèmes. Hein. Il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils. En général, c'est des boulots très. D'ailleurs, là-dessus, moi, j'aimerais donc demander au comité qu'on lui fasse donc comment dirais-je, un soutien financier
on peut se fixer un objectif de lui ramasser, par exemple, je ne sais pas, hein, moi personnellement, je suis prêt donc à donner un soutien conséquent pour qu'on puisse lui donc éventuellement essayer de le ramasser 500 euros. Quoi, c'est pas donc on verra à combien on peut solliciter tous nos adhérents et les gens qui sont proches de nous. Ça pourrait donc aider sa famille. Moi, je pense qu'il y a un troisième fait marquant qui est important aujourd'hui, c'est celui de la loi de finances. Cette loi de finances qui est actuellement en discussion, parce que la loi de finances, ça reste quand même le document fondamental dans lequel est définie la stratégie, la tactique économique et monétaire de l'exécutif. C'est là que tous les différents articles, tous les grands projets, toutes les dispositions que prévoit donc de prendre le gouvernement doivent être donc inscrits. Ça veut dire qu'ils doivent être budgétisés. C'est-à-dire qu'on doit voir dans cette loi de finances que, par exemple, s'ils ont l'intention d'engager un projet de construction d'une usine, donc on doit voir donc dans cette loi de finances qu'il y a effectivement tant de milliards d'investissements dans tel domaine, etc., etc. Or, cette loi de finances, donc ce projet de loi de finances, qui est actuellement donc déposé à l'Assemblée nationale, d'après donc les informations qui ont filtré dans la presse, j'appelle les camarades à lire les articles qui parlent de cette loi de finances parce que c'est important. On ne peut pas s'intéresser à la politique du pays si on ne lit pas ces documents qui sont fondamentaux. Parce qu'on n'est pas là pour inventer des choses, ni pour spéculer sur des choses. Il faut qu'on parle sur la base des faits. Voilà, dans le projet de finances, effectivement, aujourd'hui, il y a un projet de finances qui est fait sur la base d'un certain prix du baril du pétrole parce que la fiscalité pétrolière apporte l'immense majorité donc des rentrées en devises algériennes. Hein, ça représente plus de 95%, mais aussi ça rapporte donc du dinar. Et d'après cette loi de finances, il y aurait un déficit de autour de 3 000 milliards de dinars, c'est-à-dire qu'il est l'équivalent à peu près entre 20 et 30 milliards de dollars de déficit. C'est important. En plus de ça, on parle d'un déficit interne et d'un déficit externe. Ça veut dire qu'un déficit interne, c'est-à-dire que les rentrées déjà intérieures ne nous permettent pas donc de faire face aux dépenses de l'État. Deuxième chose, un déficit externe, ça veut dire que nos exportations ne permettent pas de couvrir nos importations. Et donc, ils sont obligés donc de piocher dans le fonds de réserve en devises. Donc, on voit bien qu'effectivement, donc encore une fois, donc on vient de parler donc de la question du Covid, on vient de parler donc de la loi de finances, encore une fois, un sujet qui n'est pas du tout maîtrisé et on voit bien qu'il n'y a pas de grand projet d'investissement, c'est-à-dire donc il n'y aura pas une croissance importante, cela veut dire qu'il y aura encore du chômage et encore du chômage. Troisième point, à mon avis, fait marquant important, le fait que le président de la République, ça fait un mois qu'il n'est pas rentré et qu'un ensemble de décisions ne peuvent être prises sans la présence et sans la signature du président de la République. C'est-à-dire que nous avons un système dans lequel le président de la République, c'est lui qui monopolise, c'est lui qui concentre tous les pouvoirs. C'est lui qui nomme les hauts fonctionnaires, c'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui nomme les PDG, c'est lui qui signe toutes les questions, tous les décrets qui sont surtout par rapport à la monnaie, au crédit, etc. C'est lui qui signe la loi de finances, c'est lui qui signe effectivement donc ce référendum constitutionnel si effectivement il doit le valider, etc. Et voilà, ça fait un mois maintenant qu'il n'est pas là, avec toujours donc ce manque d'informations, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on est dans le même système, c'est-à-dire que au-delà de tous les impacts, c'est qu'on constate qu'effectivement on est encore
dans le même système que celui de comment dirais-je, donc, de Bouteflika. J'ai lu un article, et là, je vais m'arrêter parce que je pense que ce point-là, peut-être qu'il faudrait qu'on revienne dessus. J'ai lu un article, c'est une interview d'un ancien président de Ligue des droits de l'homme et qui est un avocat qui s'appelle Guichir. Il est connu, c'est un avocat connu en Algérie. Il a été interviewé dans le Watan et j'ai mis son interview dans un groupe Messenger CCF Échange. À mon avis, c'est intéressant donc de le lire. Et donc, il explique qu'il y a eu un débat effectivement sur cette réforme constitutionnelle plébiscite, sur la question donc, de la possibilité donc, qui est donnée à l'armée de pouvoir intervenir donc, à l'extérieur du territoire national. Donc, il explique effectivement que l'armée algérienne, effectivement, elle est déjà intervenue à plusieurs reprises, mais dans le cadre donc, d'un article, je ne sais plus combien, 10 je crois, de l'ONU, par rapport aux obligations donc, de tous les pays qui sont donc, à l'ONU. Il dit donc la nouvelle chose, c'est effectivement, il rajoute le fait qu'elle puisse intervenir conformément aux dispositions de l'Union africaine et à la Ligue arabe. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, elle avait, donc, compte tenu donc, que l'Algérie est un pays qui est au niveau de l'ONU, donc elle est censée donc, effectivement donc, participer dans le cadre des initiatives de l'ONU. Mais là maintenant, ce que rajoute cet article, c'est le fait que dorénavant, elle puisse aussi intervenir dans le cadre donc, des dispositions donc, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Il dit, mais il y a un point qui est beaucoup plus important et qui n'a pas donné lieu à un débat. Donc, on en a parlé, nous, hein, si vous vous souvenez, à un moment donné, donc on en a parlé de ce point-là. Effectivement, c'est un alinéa de l'article 30 qui donne la possibilité à l'armée donc d'intervenir sur donc, des situations stratégiques. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'armée, elle peut à un moment donné donc, se donner la légitimité d'intervenir dans la politique intérieure donc, du pays. Et je pense que c'est effectivement le fait que ça soit écrit jusqu'à aujourd'hui, l'armée l'a fait. Elle l'a fait sans que cet article soit dans la Constitution, pour la simple raison, c'est que le pouvoir de fait, il appartient à l'armée. Mais aujourd'hui, il est légitimé par un article dans la Constitution, où il est légalisé. Il n'est pas légitimé, il est légalisé donc par un article dans la Constitution. Cela veut dire qu'on voit bien que cette Constitution, elle aggrave la nature non seulement présidentielle, mais aussi la nature militaro-policier de l'État algérien, et ce qui est encore plus grave et qui est contradictoire avec le mot d'ordre fondamental qui est répété depuis le 19 février, depuis la révolution de février 2019, à savoir Madaniya, Macha Askariya.